Le tout premier conseil de défense écologique a lieu depuis ce matin à l'Élysée. Il est terminé depuis quelques minutes. En fait, c'est un conseil des ministres restreint avec aussi des représentants administratifs sur les sujets environnementaux. En l'occurrence, ce fameux dossier que l'on a appelé Montagne d'Or en Guyane, projet minier incompatible avec nos ambitions écologiques, avait dit Emmanuel Macron. Et aussi la question de ce que l'on appelle l'artificialisation des sols, autrement dit le bétonnage intensif pour des lotissements, des zones commerciales qui prennent sur les terres agricoles. On est en ligne avec Anne-Laure Barral avant d'accueillir nos invités. Anne-Laure, vous êtes à l'Élysée avec Thomas Robin pour les moyens techniques de France Info. Vous suivez ce premier conseil de défense écologique. Comment ça se déroule et surtout à quoi ça sert précisément ? Alors, ce conseil de défense écologique, là, François de Rugy et Édouard Philippe sont en train d'en faire le compte rendu. Alors, c'est vrai qu'après le Haut Conseil pour le climat, qui rassemble 11 experts, la Convention citoyenne sur la transition écologique qui doit arriver le mois prochain, on a déjà aussi le Conseil économique, social et environnemental qui émet des avis. On se demande un peu à quoi va servir cette nouvelle instance. Alors, Édouard Philippe l'a précisé, c'est un changement de méthode, celui qui a été voulu par le président de la République à l'issue du grand débat, et donc ça doit être l'instance de décision ultime sur les sujets environnementaux. Il faut aller plus loin, plus vite sur le climat et sur la biodiversité, sans renoncer à créer plus de richesses en France, a dit Édouard Philippe, et il a précisé que nous n'avions pas à rougir de notre bilan, nous les spécialistes du French bashing, a-t-il dit. Très peu de pays ont autant œuvré pour l'environnement et le climat. Il a rappelé d'ailleurs que le réseau Action Climat, qui est un réseau d'ONG international, a classé la France 3e au niveau mondial pour ses efforts. La question là, c'est de faire pour l'instant, et François de Rugy a fait un inventaire un peu à la Prévert de toutes les mesures qu'avait lancées Nicolas Hulot à travers ses plans climat et ses biodiversité, notamment les chaudières à 1 euro, l'interdiction d'aller chercher des hydrocarbures. On attend de voir ce qu'il va y avoir sur ce qui coince encore. Vous l'avez dit, Hercine, notamment sur la cohérence pour notre fiscalité, pour faire plus pour la rénovation thermique des logements et des bâtiments, et puis pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, puisque vous l'avez dit, nos terres agricoles et nos espaces naturels ont été grignotés énormément ces 10 dernières années, notamment à cause des grands centres commerciaux et zones commerciales qui fleurissent à chaque bordure de nos villes. Merci Anne-Laure Barral en direct de l'Élysée avec Thomas Robin pour les moyens techniques de France Info. Nous sommes avec Laurence Maillard-Méhaignerie. Bonjour. Bonjour. Députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Jérôme Partos est en ligne. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable politique de la Fédération France Nature Environnement. Alice Colsaet, bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous aujourd'hui. Vous êtes chercheuse à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous avez précisément réalisé une thèse sur l'artificialisation des sols. Donc on va profiter de votre expertise aujourd'hui. Jérôme Partos, on peut peut-être commencer avec vous. Cette idée même de créer un conseil de défense écologique, est-ce que ça vous semble être une vraie prise de conscience, un virage dans la politique environnementale du gouvernement ? Pour être très franc, pas vraiment, non, parce que dans le même temps, il y a beaucoup d'organismes, le CNPN en tête, qui sont très utiles, qui ont prouvé leur efficacité, qui sont en train d'être détricotés. Donc on se demande un petit peu à quoi sert cette espèce de tonneau des Danaïdes, où on crée des choses très très médiatiques, qu'on oublie ensuite souvent assez vite, et pendant ce temps, ce qui marche, ce qui fonctionne, mais pas forcément toujours dans le sens où le souhaiterait le gouvernement, est détricoté ou recadré, et en perdant de son indépendance. C'est un petit peu le cas du CESE aussi. Donc on est toujours pour ce qui va dans le bon sens, mais là on est quand même en position d'interrogation, surtout quand ça vient 3 jours avant des élections qui sont capitales. Donc disons les choses clairement, pour vous c'est une sorte de greenwashing, c'est ça, un verdissement artificiel ou pas, on verra par la suite, de la politique d'Emmanuel Macron ? Disons, on peut pas être aussi affirmatif à ce stade-là. Disons qu'on se pose fortement la question et on voit pas la cohérence avec un certain nombre d'actions. Là, vous avez parlé d'artificialisation des sols. Oui. Dans le même temps, on a un projet dans le triangle de Gonesse où l'État veut artificialiser 300 à 400 hectares en Île-de-France, à proximité entre Le Bourget et Roissy, qui sont une véritable perle. On a des projets alternatifs. On a gagné les procès qui ont annulé le PLU, qui ont annulé la ZAC. L'État fait appel. Donc, comment l'État peut-il
peut-il justifier d'être autant en opposition concrètement sur l'artificialisation des sols avec ces déclarations qui vont dans le bon sens, avec des actes qui vont pas dans le bon sens. Donc là, vous dites qu'il y a une énorme contradiction, Laurence Maillard-Méhaignerie. Que pouvez-vous répondre ? Évidemment que je partage pas. Au vu des résultats, concernant précisément l'artificialisation des sols, il y a une décision extrêmement importante qu'a prise le gouvernement, c'est l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes. En termes d'artificialisation, il n'y avait pas plus mauvais projet et le plus impactant sur la biodiversité. Donc je crois qu'il faut aussi être dans une position, en tout cas en mode action. Les incantations, il faut pas faire plus vite et autrement. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence climatique et la biodiversité, ça nécessite un mode commando. Et là, c'était 13 ministres mobilisés autour du président de la République. Donc, c'est une action politique extrêmement forte de suivi. Toutes les 6 semaines, ces ministres se réuniront pour évaluer, accélérer les chantiers, lever les blocages et avoir une politique cohérente qui, par nécessité, est transversale. D'accord. Alice Colsaet, vous qui êtes experte sur le sujet de l'artificialisation des sols, aujourd'hui, quelle est la situation en France et quelle est la progression de ce bétonnage ? Alors, pour rappeler rapidement de quoi il s'agit, l'artificialisation des sols, c'est quand on transforme des espaces naturels ou agricoles pour faire autre chose. Donc, généralement des transports, du logement ou des zones d'activité, des zones commerciales. Et actuellement, l'artificialisation continue de progresser en France à un rythme à peu près comparable à ce qu'il y avait dans les dernières décennies. C'est-à-dire qu'on artificialise l'équivalent d'1% du territoire national tous les 10 ans. C'est-à-dire à peu près un département moyen tous les 10 ans. D'accord. Et ça n'a pas évolué depuis combien de temps ? Il y a eu un ralentissement assez léger depuis 2008-2009, mais d'après les dernières données qu'on a, c'est plutôt un rythme stable, c'est-à-dire qu'on continue de consommer trop vite. D'accord. Laurence Maillard-Méhaignerie, vous dites quoi ? Qu'on va maintenant essayer d'inverser cette tendance ? Il faut inverser cette tendance. C'est une grande préoccupation, notamment du monde agricole, qui le dit toujours. C'est un département qui disparaît en artificialisation. Et je crois que là-dessus, il faut une grande mobilisation des acteurs et des élus locaux. Je prends l'exemple à Rennes Métropole. Dans mon département, il y avait un projet très considérable d'un centre commercial et qui a été abandonné parce que les mobilisations citoyennes et les opinions publiques se sont mobilisées. Oui, mais alors le pouvoir politique, ce conseil, il sert à quoi ? Il va accompagner, justement, c'est des accompagner décisions. Simplement. L'artificialisation des sols, c'est beaucoup et essentiellement des décisions locales, des projets au long cours qui ont été prises des années auparavant. Donc il faut avoir le courage de dire stop et de renoncer à des projets quand c'est nécessaire. Jérôme Partos, ce conseil donc accompagnerait des décisions qui ne peuvent être prises qu'au niveau local et des actions qui ne peuvent être menées qu'au niveau local. Oui, bien sûr, la décentralisation, quand on reste dans le cadre de l'état de droit et de l'application des lois, c'est bien. Maintenant, là encore, on a une annonce aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. On a des raisons de se poser des questions avec justement le débobinage de ce qui existe déjà. On aurait préféré que les outils existants aient les moyens d'agir. On a des exemples très très locaux où, même en toute illégalité, l'État n'intervient pas. Donc, sur des atteintes à l'environnement, l'État fasse régner l'état de droit. Si vous voulez un exemple, dans le sud de la France, on a le cas du barrage de Caussade, qui est un barrage initialement proposé pour irriguer les terres de assez peu d'agriculteurs pour faire une agriculture qui est totalement dépassée. Le maïs a besoin de beaucoup d'eau. Il y a des terrains qui y sont propices, d'autres pas. Avec le dérèglement climatique, ça n'arrange pas les choses. La construction était illégale, des scellés avaient été posés. Les promoteurs du projet ont détruit les scellés, continuent la construction du barrage, donc de la réserve d'eau, qui est un peu dans le même cas que celle de Sivins, et il risque d'y en avoir beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le ministre les a reçus officiellement ensuite, en toute cordialité. Voilà. D'accord. Donc, et ça continue d'ailleurs. Le barrage est en train de commencer à être exploité. C'est illégal, c'est de l'argent public qui a été utilisé en ce sens, et on est dans un laisser-faire complet. Alors ça, c'est un exemple concret, Laurence Maillard-Méhaignerie, ce barrage de Caussade. Je me prononce pas sur un dossier que je ne connais pas. D'accord. En revanche, on a une vraie problématique de réserve d'eau, de nappe phréatique, donc il faut constituer des réserves.
Ça, il n'y a pas de. Après, il faut de la cohérence, c'est certain, et de l'adhésion locale et citoyenne. Donc, c'est des projets. Quand vous dites qu'il faut de la cohérence, ça veut dire que tout n'est peut-être pas totalement cohérent à l'heure qu'il est. On peut pas dire que tout soit aligné, mais l'objectif, c'est d'y parvenir. Et de la cohérence, c'est entre ce qu'on souhaite, en tout cas, ce qu'on vote dans la loi en tant que législateur, en tant que député, la volonté politique portée par le gouvernement et localement que les projets s'alignent avec les objectifs. D'accord. La transition écologique, c'est des objectifs, c'est des délais qui sont donnés et prescrits et dans la loi, et aussi des moyens pour y parvenir. Et là, le Premier ministre a aussi annoncé, là, juste ce midi, 1 milliard d'euros supplémentaires pour les prêts à la rénovation énergétique, parce que les passoires thermiques, c'est la réalité du quotidien des citoyens, et c'est souvent les plus fragiles et les plus précaires qui en subissent les conséquences. Et puis, c'est aussi une hausse de près de 3 milliards d'euros pour les collectivités territoriales. Donc là, vous dites ça, c'est du concret. C'est du concret, c'est de bien l'action. entendu, Très c'est bien. du concret. Je voudrais qu'on reste un peu sur la bétonisation quand même. Alice Colsaet, qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour limiter cette diminution des terres agricoles, diminution constante depuis bien longtemps, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ce sont plutôt des initiatives locales ou nationales qui peuvent fonctionner dans ce cas-là, selon vous ? Alors, il faut avoir conscience que ce qui consomme de l'espace, ce ne sont pas uniquement des gros projets emblématiques comme Notre-Dame-des-Landes ou Europa City, mais ce sont surtout plein de tout petits projets qui sont vraiment répartis partout sur le territoire et notamment des maisons individuelles construites par les gens. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de limiter un peu partout en utilisant des outils qui existent aujourd'hui, notamment les documents d'urbanisme, mais qui sont aujourd'hui encore insuffisamment restrictifs. Et disons que la bonne volonté locale ne suffira pas, à mon avis, parce que si les élus locaux choisissent aussi de continuer à permettre l'urbanisation, c'est qu'ils sont confrontés à des pressions très importantes qui les poussent à faire cela. Et ils ne peuvent pas résister forcément tout seuls, c'est ça ? Exactement. Il y a des incitations qui sont mises en place au niveau national, pour le coup, au niveau fiscal, au niveau de la réglementation des documents d'urbanisme, qui incitent les élus locaux à faire les choix qu'ils font aussi aujourd'hui. D'accord. Concrètement, un élu local qui voudrait aujourd'hui être très vertueux, il est confronté à la fuite des ménages ou des entreprises chez les communes voisines. Donc l'échelon local ne suffit pas. Voilà un élément précis, Laurence Maillard-Méhaignerie. Il faut les deux, manifestement, et localement, parfois, on ne peut pas s'en sortir tout seul, on ne peut pas résister. C'est le juste équilibre des politiques publiques qu'on mène localement. Les élus locaux, ils en ont bien conscience et d'ailleurs, ils ont des outils pour y parvenir. Donc, c'est les plans locaux d'urbanisme qui sont maintenant construits à l'échelle intercommunale. Donc, c'est s'entendre tout en préservant aussi l'attractivité d'un territoire. C'est absolument nécessaire. Il faut que les emplois soient à proximité. Il faut garder l'activité dans les centres-bourgs. Et pour autant, on a des zones d'activité aujourd'hui qui ne sont pas toutes remplies et dont on sait que faire, et là, il faut du courage politique pour y parvenir. Les élus locaux, au niveau intercommunal, ont les moyens et les outils pour y parvenir. Jérôme Partos, vous voulez dire un mot là-dessus ? Oui, là, on ne peut pas être contre, mais nous, ce qu'on aimerait, pour être très concret, indépendamment d'annonces faites 2 jours avant des élections, c'est que les lois aillent dans le sens d'interdire toute aide publique à des projets climaticides qui vont à l'encontre de l'accord de Paris. On a encore aujourd'hui, ça vient d'être dit, beaucoup trop d'aides qui vont en sens contraire de cet accord de Paris, du plan Biodive et des discours environnementaux du gouvernement. Donc si on voulait demander une preuve d'intention, on demanderait à ce que, avec un calendrier précis, une deadline, tout ce qui va à l'encontre de ces déclarations d'intention soit fermé. Il soit plus possible d'avoir des aides financières pour aller à l'encontre des engagements de l'accord de Paris. Alors, pour ce qui est de la montagne d'or, cette fameuse mine en Guyane, à l'instant, le Premier ministre et le ministre de l'écologie disent à nouveau que ce projet est incompatible avec les exigences écologiques du gouvernement. Du coup, ce conseil, Laurence Maillard-Méhaignerie, ça n'est pas simplement une chambre d'enregistrement de ce que dit l'Élysée. Ça, c'est le président de la République qui avait dit la même phrase. Que ce projet n'était pas compatible avec nos ambitions écologiques. En tout cas, c'est certainement confirmer des ambitions, mais c'est action. C'est vraiment action. Et la transition écologique, la préservation de la biodiversité, c'est pas seulement le ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est tous les ministères qui doivent être mobilisés. Et c'est le ministère des Comptes publics, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère de l'Économie, de l'Agriculture.
tout le monde doit être en mode commando pour accompagner ces politiques, accompagner budgétairement toutes ces politiques. Et moi, je vous dis que c'est pas que des effets d'annonce, tout simplement parce que ça fait 2 ans qu'on travaille intensivement sur ces questions et que la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, on examine un projet de loi énergie-climat qui va inscrire dans le marbre les objectifs que la France s'est fixés. Neutralité carbone à 2050 et baisse de 40% de l'utilisation des hydrocarbures en France. Donc c'est des actes forts qui vont être inscrits dans le marbre dans la loi. Bien, merci beaucoup.